De la majorité présidentielle, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors la signature a eu hier, dimanche, à Addis Abeba, présidée par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et c'était devant 11 chefs d'État et leurs représentants. Pensez-vous que maintenant c'est un nouveau départ avec cette signature, bien sûr, pour la République démocratique du Congo, du moins du point de vue sécurité? Je pense que c'est une plus-value par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Non seulement à cause de la solennité du moment, mais surtout de la solennité de l'engagement. Les chefs d'État, signataires ou représentants, ont pris l'engagement solennel de tout faire pour mettre le Congo à l'abri des soubresauts actuels, et on demandait au Congo aussi, qui a les moyens de faire du tort dans la région, de ne pas utiliser ces moyens. Je pense que c'est très important, et vous savez, aboutir à ce résultat signifie qu'on a beaucoup travaillé. Souvenez-vous du haut sommet, comme on l'appelle, la réunion au sommet, n'est-ce pas, en marge de la dernière session de l'Assemblée générale des Nations unies, la cérémonie ratée à Addis Abeba. Tout cela signifie que chacun a essayé de retrouver ses intérêts. Et je pense que l'intérêt majeur que le Congo a sauvegardé ou a obtenu de cet accord, c'est qu'il est maintenant fondé à légitimer une demande quelconque de coopération bilatérale avec les signataires si l'un des signataires venait à manquer à ses engagements. Norbert Yamba, vous êtes du même avis que Alain Toudou? Alors, il faut dire que, comme Alain Toudou l'a dit, il y a une certaine évolution positive, parce que nous avons toujours considéré la guerre de l'Est, j'allais dire la situation de l'Est, comme une sorte de congruence, de convergence d'intérêts. Convergence d'intérêts au niveau interne, convergence d'intérêts au niveau de la région, convergence d'intérêts au niveau de la communauté internationale d'une manière générale. Et donc, lorsqu'on se trouve en situation où la communauté internationale est représentée par le secrétaire général des Nations Unies, les pays de la région, des Grands Lacs, etc., arrivent à signer un accord. Ça donne l'impression qu'il y a un élan qui se met en route. Ça donne l'impression. Un élan qui se met encore, qu'il faut vérifier naturellement ce qui va se passer, parce qu'il y a plusieurs fois on a connu de telles signatures qui visiblement n'ont pas eu véritablement des résultats. Mais bon, nous faisons foi à cette volonté très volontariste de ceux qui ont signé cet accord, et nous croyons qu'il ne faut pas que la chose s'arrête là, parce que chaque État a une mission. C'est comme ça que l'État est fragmenté à différents services. Ces services doivent être capables de pouvoir sauvegarder la sécurité, sauvegarder le bien-être et tout d'un peuple. Et nous croyons que ce qui s'est fait au niveau d'Addis Abeba reste un effort de la communauté internationale, encore que le Congo prenne conscience de ses responsabilités, de ses missions, pour que, visiblement à l'intérieur, il y ait une réforme qui permettent naturellement à ce que nous puissions nous présenter à un État organisé, responsable, capable de dissuader quiconque qui pourrait s'hasarder à pouvoir nous attaquer. Alors pourquoi, visiblement, je dirais, permettez-moi l'expression, le contenu de cet accord ménage le Rwanda? Mais bon, je vous ai dit que ça ménage le Rwanda. Peut-être que, bon, dans leur intention, c'était pas de pouvoir réunir les pleins, et qu'ils voulaient une fois pour toutes gagner la confiance du Rwanda en se disant que bon, le Rwanda, nous prenons l'engagement de sauvegarder non seulement le Congo, mais également le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, étant donné que tous les différents pays ont des rébellions en face du gouvernement établi, etc. Mais c'est un peu, vraiment, ton interrogation me pousse moi aussi à réfléchir. Et je comprends tout de suite qu'en fait, que le Rwanda, à un moment donné, il faut le dire, a joué le rôle de sous-traitant. C'est comme ça que je vous ai dit que la recherche de la solution a été compartimentée à 3 niveaux.
Il y a les niveaux de puissance d'argent, il y a les niveaux de la région, il y a le niveau interne. Les niveaux de puissance d'argent, ce sont des différentes multinationales qui visiblement opèrent à l'est de la République et qui ont besoin de pouvoir piller nos richesses, mais ils utilisent des sous-traitants de la région. Entre-temps, croyez-moi, les Nations Unies aussi, c'est un instrument. Hein, c'est un instrument qui est animé par de puissance, soutenu par des puissances. Et beaucoup de littérature démontre que ce sont des instruments de pénétration, de puissance d'argent dans les pays pauvres. Et donc, tout cela faisant combine, on peut bien comprendre que le Rwanda, ayant joué le rôle de sous-traitant, encore qu'il y ait des génitaires qui jouaient la manivelle à l'extérieur, etc., peuvent aussi les protéger. Mais maintenant, il appartient au Congo de s'organiser dans la perspective de pouvoir bien protéger, parce que rester faible pour n'entendre que la communauté internationale venir intervenir dans la perspective de pouvoir résoudre le problème, ce n'est pas une solution durable. Nous en considérons ça comme des solutions court-termistes, ponctuelles, qui n'ont aucune durabilité. Alain Tundoué, c'est un premier accord du genre en République démocratique du Congo. Et si votre réponse est positive, pourquoi faire foi cette fois-ci à cet accord? Non, ce n'est pas un premier accord. Et même quand on voit l'histoire des relations internationales, la paix ne survient qu'après plusieurs séries d'accords. Celui-là, c'est un accord cadre, c'est-à-dire une matrice pour créer les conditions nécessaires de gestion sereine entre les États de la région pour sauvegarder la paix, n'est-ce pas? Et vous savez que la paix ne vient en réalité que par la coopération économique, c'est-à-dire par la jonction des intérêts. Et dans le texte, il a été rappelé que l'on devait réhabiliter, promouvoir la CPGL pour qu'elle continue à jouer davantage son rôle de sécuriser les pays de la région ou de créer des liens solides par l'intégration et la coopération économique. Et donc, je pense que c'est un accord quand même qui présente un tournant déterminant. Quand bien même le Rwanda reste ménagé? Non, le Rwanda n'a pas été ménagé. D'abord, le Congo n'a retiré aucune de ses récriminations contre le Rwanda. Ensuite, l'Organisation des Nations Unies a fait de même, n'a pas retiré les accusations. Bien plus, le représentant des Nations Unies ici, M. Mirs, a renouvelé devant le Conseil de sécurité que le M23 était alimenté par le Rwanda, par le Burundi, etc. Mais je vous ai dit aussi qu'un accord multilatéral est toujours un fruit laborieux. N'est-ce pas? Il faut ménager les susceptibilités en sauvegardant les intérêts essentiels. Ici, le Rwanda s'est mis la corde au cou. Parce qu'il est obligé de tenir compte de ses engagements et de demander à ceux qui comptaient sur lui de ne plus compter sur lui. Et ça, c'est un élément important. La contrainte internationale, parce que parmi ce panel de chefs d'État signataires, nous avons aussi des amis, nous avons des alliés, nous avons aussi des gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait la paix dans cette sous-région qui est porteuse de facteurs de développement économique. Le pétrole est là, le gaz est là, mais n'oublions pas, quand même c'est l'été, l'agriculture aussi. Donc, aujourd'hui, pour que Brazzaville ait des rapports sereins de coopération avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, il faut que le Congo, qui est un pont naturel, vive en bonne intelligence avec ces États-là. Mais cet accord encourage la RDC à renforcer l'état de droit. C'est ce qu'a réclamé le M23 et par le Rwanda. Vous ne pensez-vous pas que Ban Ki-moon ou encore toute l'Organisation des Nations Unies tombe dans le piège du Rwanda ou du M23? Je ne pense pas. Je ne pense pas que d'abord cette observation ou même remarque ait échappé à nos négociateurs, mais je pense qu'il s'agit d'une clause de style. Parce qu'en réalité, ceci ne reprend que les dispositions de notre Constitution qu'on a contextualisées. Mais le M23 aujourd'hui, force négative, je me demande comment le Rwanda va continuer à le soutenir. Surtout que on va mettre à disposition de la MONUSCO des avions performants d'observation.
n'est-ce pas? Et le Rwanda est pris dans son propre piège. Et à malin, mal et demi, comme dirait. Oui. Alors, le président ougandais, Norbert Yamba était absent. Hein. Il s'est fait représenter. Mais selon vous, que peut-on retenir, que peut-on garder de ce texte qui a été signé, de cet accord qui a été signé? Merci bien. Je voudrais quand même dire un mot par rapport à ce que venait de dire tout à l'heure l'ambassadeur à Toulouse. Je vous en prie. Il faut dire que la réclamation d'un état de droit est une réclamation fondée. Et si cela est inséré dans un accord, moi je pense que ça élève le Congo. Vous savez, la RDC fait partie d'un certain nombre de plateformes, des réseaux qui, visiblement, font valoir un certain nombre de valeurs. L'état de droit est une valeur fondamentale. Lorsque un pays ne vit pas un état de droit, c'est un pays faible. C'est un pays qui n'ira pas loin et qui ne peut pas construire une dynamique de développement. Et donc, lorsqu'on met en place, on met dans l'accord cet état de choses, je crois qu'il est important de ne pas minimaliser l'acte qui a été posé. Il me semble que c'est une interpellation pour les Congos. Parce que, au-delà de ce que nous parlons de l'Est de la République, peut-être qu'aujourd'hui, on peut dire que l'M23 n'aura pas des effets, étant donné que la communauté internationale vient de prendre une telle option. Mais lorsque on ne vit pas un état de droit, lorsque on ne vit pas la démocratie, lorsque on ne vit pas les droits de l'homme, lorsque on ne vit pas la justice distributive, lorsque on baigne dans l'impunité, dans les injustices, c'est tout un problème sociétal. Et lorsqu'on n'arrive pas à trouver des solutions durables par rapport à toutes ces préoccupations, on ne peut pas dire qu'on est dans une situation qui nous épargne de tout ce qu'on aura connu comme velléité d'agression, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, au-delà de ce que nous avons comme le soutien de la communauté internationale, ben, il faudrait que nous puissions nous affirmer comme étant un État, mais alors un État de droit. Et là, il faut aller dans la pratique. Lorsqu'on exige de réformes, lorsqu'on exige la sincérité, l'honnêteté, je pense qu'il faut aller dans cette direction-là. Mais lorsqu'on n'y va pas, toute solution devient court-termiste, parce qu'au-delà de M23, soutenu aujourd'hui par le Rwanda, d'autres groupes peuvent émerger. Et en ce moment-là, on sera dans une déstabilisation permanente. Alors c'est pourquoi moi je dis que c'est bien bon d'avoir ces dispositions sur le document, encore que bon, ça dépend de la RDC, parce qu'étant donné que les réformes, c'est sous le pilotage du gouvernement de la République, mais si on néglige cela, je pense qu'on met en place une sorte de crise en incubation. On est poursuivi par le temps, certes vrai que vous avez beaucoup à dire, mais pour revenir à cette question des espoirs qu'on peut garder du texte. Mais écoute, le texte suscite un peu plus d'espérance au Congo. Vous avez vu que la gestion de la situation de l'Est, il y avait beaucoup de préoccupations. On voit la rébellion, on voit le pays voisin, etc. Et on voit la complicité. Et d'aucuns se disaient, mais écoute, la communauté internationale, je dis entre guillemets la communauté internationale, toutes les puissances d'argent étaient derrière pratiquement cette filière. Aujourd'hui, il y a un accord qui démontre très clairement que, voilà, il y a une sorte de distance, une démarcation au niveau de l'approche. Et donc, je considère que cet accord suscite de l'espérance. Maintenant, il faut que le Congo sorte de la crise de repères identitaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire en sorte d'affirmer son leadership. Et l'affirmation du leadership pose la problématique de la mise en route des différents services qui permettent à notre peuple de bénéficier et de réduire les frustrations. Et ça, on attend. Je salue les efforts aujourd'hui qui se font dans la perspective que bon, les Congolais dialoguent et qu'on construise la cohésion nationale. Encore que j'attends les uns et les autres donner un contenu qui visiblement risque de continuer à persister, à pérenniser la crise en équipation. Bon, alors, quand cela ne tienne, espérons que cet accord va nous aider dans le cadre de relations avec nos voisins. Mais si à l'intérieur, on n'arrive pas à pouvoir penser véritablement à la pleine, écoutez, il y aura encore d'autres synergies gagnantes malveillantes. Alors,
André Alain Atundu, après la signature de cet accord, quelle est la portée diplomatique de cette signature? Cet accord peut être considéré comme ayant placé le